On a abordé déjà plein de choses finalement au détour de vos présentations ce matin. Et on pourrait peut-être revenir alors, sur plusieurs questions. Alors je crois que ça va se faire un petit peu selon les remarques de tout le monde. Sur les personnes à aller voir, les formes, qu'est-ce qui a été mis en avant d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé dans votre enquête. On a parlé beaucoup de chansons, mais pas que. Et puis, est-ce que aussi ces répertoires qui ont pu vous intéresser ont évolué au fil de vos réflexions et puis de votre terrain. Voilà, je pense que c'est une question assez intéressante. Et on a abordé aussi la question des méthodes. Certains ont abordé ça, on pourrait peut-être y revenir si certains souhaitent en parler. Quelque chose aussi qui a été abordé en filigrane, c'est la question des réseaux, dont on a parlé beaucoup un peu d'Astume, mais voilà, il y a peut-être d'autres choses à dire sur ces relations entre collecteurs et comment certains ont travaillé seuls, certes, mais aussi avec d'autres mondes, et comment ces différentes initiatives ont pu trouver des échos les unes par rapport aux autres. Et puis, il y a aussi la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qu'on en fait. Et derrière cette démarche de collecte, est-ce qu'il y a eu dans votre démarche déjà des préoccupations de valorisation, de savoir à l'avenir ce que vous alliez faire de tout ça, ou à quel moment ça a pu arriver au cours de votre parcours. Bref, je suis sûre qu'au bout de l'heure et demie qu'il nous reste, on n'aura évidemment pas fait le tour de toutes ces questions. Mais voilà, quelques thématiques. Et puis si vous souhaitez intervenir sur des sujets qui vous paraissent importants et puis qu'on n'aura pas abordé dans la journée, évidemment, ça sera l'occasion aussi. Alors je ne sais pas si on commence par aborder cette question des répertoires, des choix des personnes à aller voir, des réflexions au départ et à l'évolution de ces réflexions peut-être au cours de vos parcours. Je ne sais pas si certains... je mets ça comme porte d'entrée et puis on verra où cette discussion nous emmène. Si, certains nous ont dit que au départ c'était vraiment collecté pour dans un but de jouer soi-même ce répertoire ou de se l'approprier, et puis que beaucoup ont commencé par des collègues de voisinage, on dirait, en allant près de leurs proches, et puis ça s'est ouvert, ça s'est développé. Je sens que ma question fait un flop. Terrible. Quand on commence à collecter autour de la chanson, il est évidemment beaucoup plus simple au départ, comme je l'ai fait moi-même, comme beaucoup l'ont fait autour de cette table, d'aller voir les proches. C'est vrai qu'on me disait encore à table, tout le monde chantait. Dans les années 70, quelqu'un qui parlait breton savait aussi au moins quelques vers, et on pouvait l'interroger là-dessus. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait par la suite, après 1974, j'ai commencé à jouer de l'accordéon, c'était la musique instrumentale. Parce que là encore, je voulais reproduire ce que j'entendais dans les fest-noz. J'ai été émerveillé par ce qui pouvait se faire au Biniou à la Bombarde, mais j'ai été encore plus émerveillé par l'accordéon que j'avais découvert, comme je le disais ce matin, à Glasgow, dans les milieux celtiques que je fréquentais. Et donc cet accordéon-là, j'ai voulu refaire un petit peu ce que j'entendais dans les fest-noz, les premiers fest-noz que j'ai entendus avec de l'accordéon, parce que c'était pas spécialement bien vu, à vrai dire, à une certaine époque. Le Biniou, la Bombarde, oui, ça c'était breton, le Canadiscan, oui, ça c'était breton, mais l'accordéon, ça évoquait beaucoup plus, évidemment, les bals musettes et Verschuren que la Bretagne, bien entendu. Donc, moi, avec ces antécédents celtiques, j'avais moins d'a priori, donc je me suis tourné vers l'accordéon. Et oui, je disais ça parce que s'il est facile de trouver des chanteurs, il est plus difficile de trouver des musiciens. Mais quand on en a trouvé un, parce qu'on n'en a pas forcément autour de soi, on n'a pas forcément dans sa famille, ni dans son voisinage proche, mais quand on en a trouvé un, alors là, il n'y a plus qu'à tirer sur le fil. Si j'ai rencontré des gens comme, je sais pas, les premiers que j'ai vus, c'était Rongier et Le Sceau faire un festo pas sur des barriques, mais sur un plateau traîné par un tracteur en 78 à Gourin.
Et je les ai interrogés, j'ai été les voir. Eux, ils connaissaient d'autres personnes. De fil en aiguille, j'ai rencontré 15 accordéonistes comme ça. L'autre méthode pour la musique instrumentale, c'est d'aller voir les facteurs. Le facteur que j'étais voir à Saint-Nicolas-du-PLM, il connaissait tout le monde. C'était Aristide Bernard. Aristide Bernard, dans les années fin 78, 79, ouais, il avait réparé les accordéons, évidemment, de tout le monde, et il avait toutes les adresses. Il n'y avait plus qu'à prendre son carnet, et c'était parti. Et c'est parti comme ça. Et très facilement, j'ai trouvé 20-30 personnes capables de jouer autre chose que du Verschuren, parce qu'évidemment, on n'a pas parlé de ça, mais la sélection se faisait autour du répertoire musette breton. Le répertoire musette, évidemment, m'intéressait beaucoup moins. Je jugeais qu'il était suffisamment distribué comme ça. Et donc, je me suis surtout intéressé au répertoire breton. Gavotte d'abord, et puis élargi ensuite à d'autres danses. Et dans cette relation collecteur-informateur, tu arrivais avec un questionnaire que tu avais préparé. Comment tu réfléchissais? Non, comme on l'a dit ce matin, le but c'était de jouer. Moi, je me considérais pas du tout comme un collecteur. Hein. Comme j'ai dit aussi, je collectais pas, j'enregistrais. Hein. J'enregistrais ce qui pouvait me servir, ce qui pouvait nourrir un petit peu mon désir de briller sur scène avec des choses intéressantes, évidemment. Hein. Si c'est pour répéter bêtement ce que faisaient les Diolets d'Arménèse, avec un accordéon d'ailleurs aussi, c'était pas la peine. Donc il fallait présenter quelque chose d'original pour avoir sa place. Une place difficile à acquérir, d'ailleurs, comme je le disais, on n'était pas forcément bien vu quand on avait un accordéon. Ça a beaucoup changé depuis, quoi. Donc tu arrivais avec ton accordéon et tu jouais avec la personne? J'arrivais plutôt avec mon appareil pour enregistrer. Je ne jouais pas forcément. Ce qui se passait avec... Le problème de l'accordéon, c'est celui des tonalités. Il n'est pas toujours facile de jouer dans... Enfin, moi je jouais du diatonique, il n'est pas toujours facile de jouer dans la tonalité que proposait le musicien. Bon, ça c'était juste un petit problème technique, j'aurais pu le faire. Je l'ai fait occasionnellement, mais il y avait ce problème technique qui m'en empêchait. Voilà. Je vais prendre le relais pour dire exactement le point de vue dans l'autre sens. C'est-à-dire que presque tout le monde autour de la table cite que dans sa famille ou dans son voisinage, ils entendaient chanter. Ben moi, pas du tout. Mais alors, rien. Parce que j'habitais en ville, Le Havre c'est une grande ville, parce que la culture de Normandie, en gros, elle n'existait pas dans la tête des gens, que la pratique du chant, s'il y en avait une, c'était les revues de ville et les opérettes. Je ne voyais pas le lien. Maintenant, je serais beaucoup plus nuancé, mais je ne le voyais absolument pas. Donc, faire du collectage, c'est prendre sa voiture, sortir de la ville, aller dans un endroit où on n'a jamais mis les pieds du tout, où on n'a pas de relation. Et dans les années 70, c'est le curé, l'instit, c'est les deux bases. Et à partir de là, on arrive à plein de choses. Mais le point de départ n'est pas du tout, comme plusieurs ici, un lien avec quelque chose de la famille. Et aller voir son voisin, ça n'avait pas de sens quand on est en grande ville et puis qu'on n'imagine même pas que les voisins puissent chanter quelque chose. Au bout du compte, on y arrive aussi. Hein. Ça prend un petit peu de temps, mais quant à la musique instrumentale, quand les collectes en Seine-Maritime, c'est un peu comme on peut trouver ici en Pays Pagan. Il n'y a pas d'instrument. Même l'accordéon diatonique n'existe pas. J'ai jamais vu personne, du chromatique d'ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a que du chant. Donc la question instrumentale, je ne me suis posée qu'en Bretagne, parce que pour moi, les gens qui faisaient de la musique folk trad ou autre, ils avaient des instruments, mais pas les anciens qu'on allait voir. Les anciens, eux, ils n'en avaient pas. C'était leur base. Et quant au réseau de relations avec les instrumentistes, tout ce que tu as dit, on pourrait le traduire sur d'autres instruments, mais je rajoute une dimension qu'on a utilisée particulièrement dans les enquêtes que j'ai faites avec les copains sur la vielle, c'est d'aller voir les cercles celtiques des années 50-60, qui, eux, avaient invité d'anciens sonneurs, particulièrement pour la vielle, parce que les jeunes ne savaient pas en jouer. Donc, ils allaient voir les vieux, mais on pourrait le dire aussi pour certains joueurs de violon, par exemple.
voire de clarinette. Et du coup, ils allaient voir les anciens pour leur demander. Et ces gens-là étaient restés dans la tête et avaient eu une activité publique, donc c'est les premières personnes à qui on parlait. Puis on s'aperçoit qu'en plus, souvent, ce qu'on appelle aujourd'hui des gens qui ont une tradition de pratiques traditionnelles familiales, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que des gens qui sont nés entre 1910 et 1930, en Bretagne en tout cas, ils ont un lien à un moment ou un autre, pour beaucoup, avec les cercles celtiques. Et que, par exemple, les joueurs de vielle, si on a pu en voir dans les années 75, 80 ou autres, c'est pour au moins la moitié d'entre eux, parce qu'ils avaient soit eux-mêmes, soit leur père, soit un voisin, été invités par le cercle de Saint-Brieuc, par celui de Lamballe, par celui de Plérel ou autre, et qu'il y a eu un lien qui a permis que ça se prolonge. Juste le petit peu qui fait que nous, on arrive derrière. Donc c'est complémentaire de ce que tu dis, mais avec un autre angle de vue. Ce matin, je crois que c'est... Pardon, vas-y. Sur la question, effectivement, de la part de sélection, de la part de l'enquêteur, elle est évidente. Hein. De toute façon, ça, on peut difficilement l'éviter. En ce qui me concerne, il y avait à la fois de la recherche sur le plan des instrumentistes et puis sur le plan de la chanson. En ce qui concerne les instrumentistes, on a été obligé, on s'est trompé, on a fait des énormes erreurs par bêtise, par ignorance, etc. C'est-à-dire que on a bien sûr été chercher les plus anciens. D'abord, il n'y en avait pas énormément, mais en plus, on nous a fait croire qu'il n'y en avait plus. Ça, c'est un problème de Arzoner qui par d'autre côté, nous a apporté beaucoup, à nous, les jeunes de cette époque-là. Mais le discours de Paulique Monjaret et d'Arzoner en général, c'était de dire tous les anciens sonneurs, ils sonnent tous faux et ils sont bourrés. Donc ça résumait à ça, quoi, hein. C'était quand même assez terrible. Et pendant avec le démarrage en fanfare des Bagadous dans les années 47, 50, etc., il y a eu on a gommé toute une partie de possibilités, de potentialités qu'il y avait de rencontrer d'anciens sonneurs qui étaient encore capables de jouer à ce moment-là, quoi, hein. Et ça a quand même été... on a mis du temps à s'en rendre compte, hein. On a mis du temps à s'en rendre compte. Et bon, malgré tout, avec les cartes postales, avec des photos de famille, avec etc., on voyait les sonneurs sur les photos. Donc ça permettait de les retrouver, ça permettait quelquefois de retrouver leurs instruments, ça permettait quelquefois de retrouver des sonneurs encore capables de sonner, des genres Lannick Guéguin, à Plevin, etc., quoi, hein. Mais c'est vrai qu'on a été... Moi, je me rappelle une noce qu'on avait fait à Mériadec, où j'ai pris ma plus grande leçon de musique bretonne, parce qu'en tant que sonneur, tu te rappelles même pas, toi, si ? En tant que sonneur, on était au bout de la table au moment du repas, quoi. Et en face de nous, on était Bignou-Bombarde, donc les sonneurs bretons, par définition. Et en face de nous, il y avait un couple accordéon-saxo. Et ils nous ont filé une leçon de ce qu'il faut faire à tel endroit, etc. Ben, c'était Joannick, tu l'as pris. Et on n'est même pas allé retourner les voir. Tu lui retournes les voir. Oui, enfin, nous, on n'est pas allé les voir. Parce que c'était nous qui avions la vérité, on était les sonneurs de Bignou-Bombarde. Quand tu dis que tu as eu une grande leçon de musique, je pensais toujours au début que c'était en parlant de moi. Ah non, bon non. Mais il y a eu le même phénomène vis-à-vis de la... Tu disais vis-à-vis de l'accordéon, c'est vrai. On n'a pas été voir tout un tas de sonneurs d'accordéon parce que c'était de l'accordéon. Voilà, c'était pas du Bignou-Bombarde. Les sonneurs de clarinette, on a mis combien de temps à s'en occuper, hein? Il a fallu le disque numéro 5 là, pour qu'on commence
Les premiers 19e de Dastum l'ont Voilà. fait parce qu'ils estimaient que c'était pas breton, c'est pour ça qu'on l'a fait en dehors de Dastum. Oui. Donc il y a cette auto-censure qui est quelque chose d'incroyable. Et alors sur le plan de la chanson, bah, c'est pareil. On avait tendance, je crois qu'on a eu raison malgré tout, mais on allait plus particulièrement voir des vieux, en se disant bah, ils sont vieux, ils risquent de mourir avant qu'on les ait rencontrés. En même temps, il y avait des beaucoup plus jeunes qui avaient certainement des voix beaucoup plus comment dire, opérationnelles, quoi, et qui sont morts en cours de route. Hein, bon, ça, c'est comme ça. Hein. Je peux ajouter quelque chose à propos des Biniou, Bombard, des sonneurs. Là. J'ai rencontré des vieux sonneurs à Grandchamp, à Beau, et tous, ils m'ont dit qu'effectivement, dès les années 30, il n'y avait pratiquement plus de noces au Biniou. C'est beaucoup les kermesses qui ont permis justement qu'ils arrivent jusqu'à nous, à la limite, ou du moins jusqu'à la veille de la guerre, quoi. Ou alors quand il y avait des noces au Biniou-Bombard, dans le Morbihan, en gros, c'était souvent des familles proches du clergé, par exemple, ou d'un certain niveau social. C'était plus rituel que pour le plaisir même de la danse, si vous voulez. C'est l'impression que j'ai eu en parlant notamment avec, comment il s'appelle, le beau, là. Oh, je ne m'en rappelle plus. Mais il est mort il y a... Gilles Paboul. Non, pas Gilles Paboul, Chim Danvik. Ouais. Il était sur... oui, enfin, il a été enregistré, lui, là, ben, voilà, en 39, il a été enregistré, ouais. Et je peux raconter l'anecdote Oui, vas-y. J'avais dit, Chim, t'as été enregistré quelquefois? Ah oui, on a été enregistré à Brandérion. Ah ben, c'était la veille de la guerre. Oh nom de Dieu, après on a su que c'était des collabos. C'est tout. Ce matin, je crois que c'est Hervé qui parlait de ce sentiment d'urgence, avec l'impression que il faut tout. Alors est-ce qu'il faut tout enregistrer, il faut tout aller chercher? Alors quel choix fait-on dans ce sentiment de... Ouais. Patrick à l'instant, c'est qu'on a préférablement enregistré les plus anciens. Ouais. Et aussi, je ne sais pas si... nous, on pensait que dans le milieu paysan, ça s'était mieux gardé qu'en ville. Donc on allait... l'informateur, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais bon... c'était un paysan âgé. Alors pour nous, c'était plus de 80 ans. 90, c'était encore mieux. Mais après, on a appris que... Bon, c'est pas forcément les meilleurs informateurs, effectivement, mais bon. Au début, c'était ça, oui. Ouais, effectivement. Et quand on a vu la personne la plus âgée, les autres plus jeunes ne savent rien. C'est après qu'on va 10 ans, 15 ans, 20 ans après enregistrer les enfants, on s'aperçoit qu'ils savent plein de choses que l'informateur le plus âgé nous a pas dit. Mais ça, à l'époque, on ne le voyait pas parce que comme nous, on était jeunes, on n'avait pas la notion de génération que maintenant, on voit qu'il y a une génération qui sait des choses, qu'une autre en sait, que les petits-enfants en savent d'autres. Mais ça, c'est un truc que quand on a 20 ans, on ne mesure pas. Donc on va voir le plus ancien. Les autres, ils sont en dessous, donc ils savent moins, donc c'est pas la peine de leur demander rien. Et on a loupé des choses comme ça. Oui, alors moi, j'ai constaté une chose donc, au cours de mes enquêtes. Bon, tout d'abord, quand je menais des enquêtes dans les années 80, dans le Trégor, tous ceux que j'ai interrogés, pratiquement, qui étaient restés à la campagne de plus de 60 ans, avaient appris le français à l'école. Et un deuxième élément qui va peut-être compléter ce que tu dis, Michel, c'est qu'il y avait une bonne fourchette pour moi entre 80 et 90 ans. Parce qu'entre 80 et 90 ans, je ne sais pas si c'est réel, j'ai l'impression que la mémoire remonte. C'est sur le nombre que j'ai pu constater ça. Et qu'en général, à part des cas exceptionnels, comme Jules Gros, des gens comme ça, mais après 90 ans, c'est le contraire. La mémoire fout le camp. Et fout le camp, et fout le camp, et fout le camp. Mais il y a une bonne fourchette, là, entre 4... Comme si un peu, on faisait un retour sur son passé, on fait peut-être des efforts cérébraux pour faire remonter les souvenirs.
C'est quelque chose que j'ai constaté comme ça. C'est juste une petite remarque. Et si vous attendez qu'on a 80 ans, Hein? ça va remonter beaucoup plus. Bah, oui, enfin ça... il y avait à cette époque-là, et puis il y a toujours des cas particuliers, quoi. Hein. Des gens comme Jules Gros, c'était certainement des phénomènes. Hein. Je voulais, pour ajouter quelque chose à ce matin, et qui a un lien avec la chanson. Bon, cet homme-là, qui était né en 1890, avait commencé à noter les phrases de sa grand-mère en 1911. En 1911, il notait systématiquement tout ce qui avait trait au langage figuré. Et en 1910, non, plutôt que ça, oui, il avait, enfin, à 18 ans, il était né en 90, à 18 ans, il était parti à Londres. Il parlait 15 langues vivantes. Il était parti à Londres, il avait trouvé du boulot à Londres, et il avait appris la sténo anglaise à Londres. Et cette sténo anglaise, il l'avait adaptée au breton pour noter en sténo les chansons de sa grand-mère, le répertoire de sa grand-mère, qui était un répertoire du style de ce qu'on trouve chez Luzel, si vous voulez, et qui a été publié. Vous voyez. Donc ça, c'est un collectage intéressant. Et par exemple, toi, Daniel, qui regarde toutes les collectes que tu as faites, alors il y a eu de la chanson, mais il y a eu plein d'autres choses. Est-ce que tu as tout recueilli en disant on prend tout? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit ça c'est prioritaire voilà, alors, que ça a changé pour moi, le principe, on n'a jamais vidé tout ce que quelqu'un a dans la tête. Jamais. Et on n'a jamais de réponse tant qu'on n'a pas posé la question. C'est assez curieux quand on est sur le terrain. Et en plus, justement, d'où l'importance de connaître une langue vivante, de la langue vivante, le breton ou l'allo, etc. Parce que tel mot français ne va pas déclencher la mémoire. Tel mot breton, lui, va tout de suite faire remonter le souvenir. Ouais, c'est assez curieux. Et quand vous pensez, je me souviens d'un exemple précis, cette femme de Ploumilio qui avait un répertoire très intéressant, de Guers notamment, et que j'avais vu, parce que ça aussi c'est important, beaucoup de collecteurs vont voir les gens une fois, 2 fois, puis c'est tout. Mais quand on va voir quelqu'un, on peut aller les voir 10 fois, 20 fois, pendant 10 ans, ils ont toujours quelque chose à dire. Et je pensais avoir tout appris de ce que savait cette femme au niveau de la chanson, jusqu'au jour où j'avais vu à la télévision le film de Fernandel, L'Auberge Rouge. Et cette femme-là avait vu également ce film à la télévision, et elle m'en parle, elle me dit « Mais ça, c'est la chanson de ma grand-mère, Yannick a bon garçon ». Et elle s'était mise à chanter ça. Et donc, quand je faisais mes enquêtes, je ne travaillais pas avec questionnaire. Je ne sortais pas un questionnaire sur la table, parce que dès que vous sortez une feuille sur la table, ils veulent tout de suite regarder qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu veux en faire, etc. Mais j'avais dans la tête, donc, de collecter dans un premier temps, j'ai travaillé beaucoup sur la chanson, j'ai recueilli beaucoup de chansons, donc dites de chansons sur feuilles volantes, et d'autres de tradition orale. Mais à côté, j'avais toujours en permanence dans la tête ce que j'appelais le A à Z. Et mon A à Z, c'était une collecte de tout ce qui était, notamment littérature orale, genre court, tradition, légendaire, etc. Et j'arrivais toujours comme ça, en même temps, en voyant une même personne, de voir plusieurs registres, quoi. Si bien que j'ai amassé comme ça, pendant des années, des informations. Et c'est Jules Gros qui m'avait, et Jean-Michel Guichard, qui avait insisté là-dessus en disant, bon, continuez à collecter toujours tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir eu tout ce que vous voulez. Et il m'avait surtout orienté vers la rime. Et dans le Trégor, on a une présence de la rime qui est absolument exceptionnelle. Je pense qu'elle devait exister peut-être ailleurs aussi, mais elle est exceptionnelle parce qu'elle est toujours présente. Et j'ai vu des gars encore que j'ai interrogés il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont plus de 80 ans, qui ont fait toute leur vie à Paris, toute leur vie professionnelle, et qui sont revenus en Bretagne, et qui ont gardé en mémoire des stocks, mais des stocks de rimes, quoi. Si vous avez une idée, j'ai publié 5 volumes de rimes, ça fait, je sais pas quoi, ça peut faire plus de 3000 ou plus de
4000 vers à peu près rimés sur toutes les circonstances. En breton, on a des rimes pour absolument tout, hein, pour tout. Je pourrais vous en dévider comme ça pendant toute la soirée, si vous voulez. Et ça continue, et les gens les ont encore en tête. Et donc, eh bien, à chaque fois que je passais dans une maison, eh bien, je recueillais ces rimes. Et ces rimes-là, et ça rejoint un petit peu le thème qu'on voulait aborder cet après-midi, eh bien, c'était les clés pour démarrer une enquête, quoi. J'avais fait une recherche à un moment sur ce qu'on appelle les blasons populaires, c'est-à-dire ces phrases que l'on dit d'une paroisse à l'autre ou d'une commune à l'autre pour se moquer des gens d'en face, quoi, hein, comme tu te pines vic pluilio, tout guiscat gonpilio, par exemple, voilà une, quoi, hein, etc. Mais il y en a des tonnes. Mais quand on arrive dans la région de Belle-Île-en-Terre, par exemple, eh bien, il suffit de dire Keizek Bénard, les chevaux de Belle-Île-en-Terre. Et tout le monde dans le secteur connaît les Keizek Bénard. Et ça ne s'invente pas, ça ne sort pas forcément d'un bouquin. Et Keizek Bénard, c'est très intéressant parce qu'on ajoutait Keizek Bénard, Bouet à BH. Bouet à BH, on mange et on part en voyage et on part en route. Pourquoi ? Parce que Belle-Île-en-Terre, autrefois, était un relais de poste, Paris-Brest. On s'arrêtait donc, on donnait à manger, à boire aux chevaux, etc. et on repartait. Si bien que quelqu'un qui rentre dans une ferme, dans le Trégor, même pas simple, enfin dans toute la région de Lannion, Belle-Île-en-Terre, qui rentre, alors immédiatement, naturellement, on lui verse à boire, et puis bon, il a bu son coup, et puis il s'en va. Alors on lui dit, t'es au Keizek Bénard, Boueta BH, tu dois ton coup et tu te tires. Voilà, donc on lui dira simplement Keizek Bénard, et ce mot-là, etc. Mais c'est une façon de s'introduire dans ce milieu populaire-là, et de leur dire quelque chose qui les touche de près, la rime. Ces rimes qui parfois n'ont aucun sens, et je leur posais la question, mais pourquoi ça fait rire ? Parce que ça rime. Voilà, parce que ça rime. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est vraiment extraordinaire, cette rime présente dans le langage de la langue bretonne, quoi. Et ce sont ces petites choses-là, ces petits bouts rimés-là, sont des clés pour approcher les gens, les mettre aussitôt en confiance. Voilà. Je peux savoir quelle était la profession de Jules Gros. Alors Jules Gros, il a pas mal voyagé. Hein, Jules Gros était dans les tranchées à Verdun. Il était à la tranchée à Verdun et il était persuadé qu'il avait été sauvé en invoquant Zantezana Wenet. Zantezana Wenet, Pegen Pell et Mondo Qualet. Marit Vullup, qui allait à pied à Sainte-Anne-d'Auray, disait ceci: Zantezana Wenet, Pegen Pell et Mondo Quelet. Hein, c'est loin pour aller vous voir, quoi. Et alors, il racontait qu'il était donc dans la tranchée à Verdun, et il disait qu'il avait entendu un obus, il prononçait obus, je ne sais pas pourquoi il disait ça, un obus siffler, il paraît qu'on les entendait siffler, hein, qui arrivait sur lui. À ce moment-là, il a pris sa pelle pour se protéger, il s'est recroquevillé, il a pris sa pelle qu'il a mis devant son visage, et il a dit en breton, Zantezana Wenet, Zavete dimabu, hein, sauver la vie, quoi. L'obus est tombé. Un éclat est venu frapper dans sa pelle, juste à l'endroit qu'il tenait, et tous ses copains autour étaient morts. Donc il était persuadé qu'il avait été sauvé par ça. Alors, il a été en Angleterre, il a été en Allemagne. Alors c'est ça, c'est une vie fantastique, quoi. C'est le gars, il est en Allemagne, il est logé dans un immeuble où il y a des Polonaises qui y habitent. Il apprend le polonais, il a été blessé, il est à l'hôpital à côté d'un arabe, il apprend l'arabe, enfin, etc. 15 langues vivantes comme ça, et il était fabuleux. Alors oui, j'en arrive, oui, c'est ça. Donc il a été en Angleterre, il a été en Allemagne, il a beaucoup voyagé, et il travaillait à la Kabyline. La Kabyline, c'était, si tu sais ce que c'est, tu sais, quand nos mères faisaient de la lessive, autrefois, on mettait du bleu pour faire du linge blanc. Et eh bien, c'était cette boîte-là, cette boîte de produits pour nettoyage, dans laquelle il était un petit peu secrétaire comptable. Et il a pris sa retraite très tôt, et il est mort à 103 ans. Il a pris sa retraite très tôt. Et là, à Lokemo, où il s'est retiré, d'où il était originaire d'ailleurs, il a travaillé un peu à la coopérative maritime,
Alors, et puis, alors, il élevait, il avait des moutons, il avait des poules, etc. À plumes, bien sûr. Et donc, voilà. Et je suis allé le voir pendant 20 ans, et c'était un type fabuleux, parce que sa grand-mère, il avait été élevé par sa grand-mère, qui était née en 1833. En 1833. Donc, il avait récupéré les souvenirs de la grand-mère de la grand-mère. Vous voyez, on est tout de suite à la Révolution, quoi. Et il s'était intéressé. Il a publié, d'ailleurs, vous les avez tous, ces bouquins, Le Trésor du Breton parlé. Hein, c'est vraiment des mines. Ce sont des mines pour les Bretonnants. Et il a été élevé par cette grand-mère qui ne savait pas du tout le français, quoi. Nabu, Naba, il disait ça. Ouais. Et si bien que il a servi profondément tous ceux que la langue bretonne intéresse. Ouais. Je suis surpris, je pensais que c'était un professeur ou un truc comme ça. Non, par contre, c'est ça. Par contre, c'est ça, oui, presque normal. Oui, parce que il avait, quand il était en Allemagne, d'abord il avait été en Angleterre, il mangeait pas le midi, il buvait de l'eau des fontaines, etc. Enfin, et en Allemagne, il avait économisé de l'argent pour faire une année d'études à la faculté des lettres de Rennes. Il voulait suivre les cours de Dautin. Il avait suivi les cours d'Anatole Lebras, et ils allaient avec Anatole Lebras à bicyclette avec Gourville dans la forêt de Brocéliande se promener le week-end. Et Anatole Lebras était témoin de mariage de Jules Gros. Ouais, enfin bon, c'est tout un... Ouais. Et malheureusement, il n'a pas eu d'enfant. Ouais. Là, Daniel, tu as abordé, je trouve, des points intéressants sur les portes d'entrée. Alors, tu as parlé de la rime. Ce matin, tu nous parlais aussi des questionnaires que tu passais à tes élèves pour savoir qui étaient les grands-parents. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres méthodes pour aussi. Pour ce qui est de trouver un réseau, moi, je n'ai jamais eu aucun problème. Mais vraiment aucun. Pourtant, étant gallo en Trégor, je n'ai jamais eu aucun problème. Bon, alors, il y avait ce réseau de profs, qui était le plus simple, le plus facile. Mais il se trouvait qu'à l'époque, j'étais plus jeune, donc je courais plus vite. Je jouais au football. Donc, équipe de football, ça suppose des déplacements, ça suppose de nouvelles relations. Il se trouve que j'ai milité un petit peu pour un certain parti politique breton. J'ai également fait un peu de commerce également. Une librairie bretonne, j'ai tenu une librairie bretonne, si bien que je connaissais énormément de monde, et sur le Trégor, je n'avais aucun mal à trouver des informateurs. Et la langue bretonne aussi, je crois que le Trégor est une région de résistance à la culture bretonne, qui faisait encore que les années dernières, là, je dirigeais des causeries en langue bretonne, mensuelles, où nous avions en moyenne 150-200 personnes qui assistaient, oui, pour bavarder pendant 1h30 uniquement en breton. Voilà. Donc, ce qui donne une idée quand même de la vitalité encore de la langue bretonne dans le Trégor. Mais c'est peut-être vrai ailleurs en Bretagne, mais là, région de Lannion, c'est encore très, très vivant. Voilà. Bon, mais j'ai assez parlé.